Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Payot, qui est la directrice et fondatrice de la Fabrique à Bonheur et qui est également psychologue clinicienne. Isabelle, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à Est-ce toi. est-ce que tu peux dans un premier temps nous raconter un petit peu ton histoire avec le haut potentiel, les rayures, la zébritude? Mmh. Moi, j'ai découvert, la question du haut potentiel, j'allais dire à cause ou grâce à mes enfants, parce qu'avant je m'étais pas posé la question. C'est quelque chose que j'ai revisité, hein, rétrospectivement, cette sensation d'être en décalage, de pas comprendre ce qui est attendu, d'avoir des difficultés à lier des amitiés à l'école et cetera. C'était quelque chose qui était un peu compliqué. Pour moi et puis, voilà, donc j'ai eu des enfants et l'entrée à l'école a été, tout de suite, douloureuse pour ma fille aînée. À l'âge de 3 ans, ça s'est très mal passé à la maternelle avec, vraiment de la maltraitance de la part de l'enseignante, hem, voilà, qui nous disait qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'une enfant qui parlait comme un livre parce qu'elle en avait d'autres qui ânonnaient. Donc c'était très douloureux pour nous parce qu'on ne comprenait pas, de quoi il s'agissait. On sentait que notre enfant était rejeté. Ça réveillait en nous vraiment certainement des vieilles douleurs, mais bon. Et donc on a cheminé jusqu'à comprendre qu'elle avait un fonctionnement différent et puis trouver des solutions, hein, puisque ça a été quand même, voilà, de la petite section maternelle jusqu'au CE1, très difficile jusqu'à ce qu'il y ait un changement d'école. Et puis, derrière, j'ai 2 autres enfants et donc quand ma fille est née, la situation s'est réglée pour elle. Et bien, à ce moment-là, mon fils a pu prendre sa place et dire: «Coucou, ça va pas si bien pour moi non plus», et on s'est rendu compte, aussi que, ben, il avait le même type de fonctionnement. Donc on avait fait évaluer la première, on a fait évaluer le deuxième. Avec l'expérience de la première, il a peut-être un peu moins souffert. Et puis, donc voilà, ils ont été scolarisés, tout allait bien, et puis la troisième, on s'est dit: «Oh super, elle a l'air tellement normale». On était très heureux de voir qu'elle adorait l'école, que tout se passait merveilleusement bien, jusqu'à ce que la maîtresse de moyenne section nous convoque, et puis, nous montre qu'effectivement sur ses feuilles, elle écrivait, elle avait qu'une envie, c'était écrire, c'était le graphisme et cetera. Bon, chacun a une spécificité, j'allais dire. Et puis, au-dessus des petits porte-manteaux où il y a des bonhommes patates et des bonhommes têtards, bah, elle, il y avait une jolie petite bonne femme avec les ongles faits et cetera. Bon bref. Donc la maîtresse nous a vraiment accompagnés, elle a été adorable en disant: «Je vois bien que je ne la satisfais pas, qu'elle veut absolument savoir écrire, savoir lire et cetera, donc je vais l'accompagner pour qu'elle puisse aller directement au CP». Donc ça s'est mieux passé finalement. Et pendant ces années-là, il y a une association, près de chez moi, là, dans le Val d'Oise, qui s'est ouverte, une association pour les enfants précoces, où les parents se retrouvaient. Et c'est vrai que ça faisait du bien d'avoir la sensation d'être compris, entendu, de plus se dire qu'on avait juste des enfants bizarres et que tous les autres avaient l'air tellement normaux. Et un jour, lors d'une conférence, le psy qui animait la conférence, à l'époque, je n'étais pas encore psychologue, moi j'ai fait une reconversion. J'explique, je dis: «Tout dépend comment on découvre sa précocité, la précocité de son enfant». Je voulais dire la précocité de son enfant, donc sa précocité. Et lui me dit: «Mais la vôtre ou celle de votre enfant?» Et là, j'ai eu l'impression de me prendre une baffe en pleine figure. Et je dis: «Mais non, mais pas du tout la mienne, moi je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout, je n'ai pas ce fonctionnement-là, je parle de mes enfants». Mais j'ai été vraiment comme attaquée, et j'ai compris après, parce que voilà, en thérapie, combien tout d'un coup le fait d'être démasquée comme ça devant autant de monde, moi qui avais toujours voulu, comment dire? Passer inaperçue, c'était, très douloureux. Et j'ai retravaillé ça, j'ai compris que voilà, ce qui était douloureux chez mes enfants faisait résonance chez moi et cetera. Et c'est comme ça que j'ai découvert, bah, voilà, cette spécificité, ce fonctionnement-là, et que j'ai revisité les années qui avaient précédé.
Ça m'a, je sais pas comment dire, ça m'a soulagée, mais en même temps, j'ai ressenti comme une peine de de dire: «Ah oui, d'accord, donc c'était ça, c'était que ça» Mmh. et donc de réentendre les, «Tu compliqué», «Tu pénible» et enfin tous ces gentils mots qu'on nous jette dessus, voilà, je me suis dit: «Ah oui, d'accord, personne n'avait compris ce qui se jouait vraiment» et moi j'ai traîné mon fardeau. Donc c'était un mélange des 2 quoi, à la fois une forme de tristesse et de pas avoir su assez tôt et d'en avoir pas mal souffert et puis en même temps de dire: «Ouf, c'est que ça, hop, on peut se déposer et maintenant c'est chouette». Donc à ce moment-là, je dirais que ma vie, elle a pris une saveur, tout à fait différente, beaucoup plus, beaucoup plus chouette, pour moi, et je crois que c'est presque, ouais, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre des études en psychologie et de me réorienter, voilà. Mmh. Et de trouver ma voie. Mmh. Trouver ta voie, génial. C'est, j'en entends souvent parler et moi je l'ai vécu comme ça aussi. Quand on découvre, son haut potentiel à l'âge adulte, ses rayures, ses hébritudes, hem, ce double sentiment à la fois de soulagement, de: «Ah bah ceci explique cela» et en même Mmh. temps ce fond de tristesse de: «Ah mais c'était juste ça, je me suis fait tout un monde, de plein de choses et c'était juste ça». Et puis après, une fois ça travaillé, accepté, parce qu'il y a cette phase où, bah, voilà, il faut réconcilier ces différentes parties, intégrer cette nouvelle partie aussi et là, en général, c'est souvent, générateur d'une remise en question un peu globale de sa vie et donc de sa vie professionnelle puisqu'on est à l'âge adulte Mmh. et c'est l'occasion d'une reconversion ou d'un changement de direction professionnelle. Ça, je le vois souvent. Est-ce que toi, tu le vois souvent ça aussi dans ta Oui, moi, je le vois assez souvent, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma pratique, moi, je suis retournée, enfin, il fallait que je travaille, donc j'étais dans la formation continue pour les adultes et j'ai repris des études en psychologie clinique du travail au CNAM. Et je me suis dit: «De toute façon, c'est la meilleure option pour que je puisse continuer à travailler et faire ça, avoir ce diplôme et ensuite j'en ferai ce que je voudrais». Donc j'ai rajouté la clinique des apprentissages derrière ça et j'ai aussi rajouté, le fait de faire passer des bilans parce que je voulais vraiment, que les parents comprennent au plus juste, de quoi il en retournait. Moi, j'avais fait faire, des bilans par une psychologue qui était très cognitiviste et donc qui ne regardait que les scores, que la tête et je savais bien que ça suffisait pas. La tête seulement, ça marchait pas parce il y a aussi un cœur, il y a des émotions, il y a un corps qui réagit différemment aussi. Donc du coup, je me suis mis à faire des bilans et quand j'ai fait ces bilans-là et que j'expliquais aux parents, je voyais bien comment ça résonnait chez eux et très souvent ensuite, ils revenaient en disant: «Vous savez, j'ai lu le livre que vous nous avez conseillé, j'ai compris telle chose, mais maintenant j'arrête pas de pleurer en repensant à mon histoire». Je me souviens d'un papa qui se cachait dans les toilettes pour, lire, le livre de Sio Fachin. Donc ça fait forcément résonance et ayant eu ce parcours-là, moi j'ai toujours eu à cœur, là j'ai arrêté de faire des bilans, mais j'avais vraiment à cœur de les accompagner au mieux, de les aider à regarder autour d'eux aussi, parce qu'on peut avoir un enfant précoce qui a une précocité bruyante, on va dire, qui se voit beaucoup, et puis oublier que les autres ont aussi un fonctionnement spécifique, même si ça ne se passe pas de la même façon. Il y a beaucoup de parents qui pensent, qui disent: «Ah bah oui», je dis: «Bah regardez, peut-être votre fille, observez les autres». Et ils me disent: «Oh non, non, elle est normale. Mmh. D'ailleurs, elle parle pas aussi bien que son frère» et cetera. Bon, il y a des comparaisons comme ça qui se mettent en place et il y a ces espèces de croyances de il s'intéresse à l'espace, aux dinosaures, blabli, à la géologie ou à Johnny Hallyday, comme un de mes petits patients là. Donc ils ont leur envie, ils parlent comme des livres, ils ont une posture comme les adultes, mais pas toujours en fait. Ça, c'est un type, et il y en a plein d'autres qui sont pas comme ça. Donc du coup, les parents après quand je disais: «Mais ouvrez l'œil, regardez bien», parce que quand il y en a un, il y a quand même
il y a souvent un nid de zèbre. Il revenait en me disant: «Ah mais oui, mais c'est vrai finalement, on se rend compte que, ben, elle est très sensible, on dit la moindre chose, ou elle explose en larmes, ou elle est très empathique, ou il est très empathique» et cetera. Et puis quand on passait le bilan pour le deuxième enfant, ben, voilà, il réalisait que, ben, il y en a un, il y en a 2, et puis ça les renvoyait à eux-mêmes. Quand je faisais passer des bilans, ce qui me faisait le plus rire aussi, c'est que quand j'expliquais, les mères disaient: «Oh, ça c'est tout à fait mon mari», et les les mecs disaient, «Ah ouais, ça j'ai l'impression que vous parlez de moi là, hein, c'est tout à fait moi». Mais ils disaient jamais: «C'est tiens, j'ai l'impression que vous parlez de ma femme». Et souvent je disais aux mères: «Et vous, non?» «Ah non, moi pas du tout, hein, rien à voir», et cetera. Et je dis: «Bah, posez-vous la question de savoir pourquoi vous vous êtes choisis, quoi». Et en général, il faut être 2 quoi, pour, génétiquement, il faut quand même un peu être 2. Et voilà, ça permet de, hem, comment dire? Oui, quand on découvre que son enfant est au potentiel, on est obligé de revisiter sa propre enfance, de se questionner sur son fonctionnement, de voir ce qui nous résiste, peut-être dans ce sentiment d'être incompris, de dire: «Bah, c'est bizarre, quand les autres parlent, je comprends rien à ce qu'ils racontent», ou quand c'est plus complexe, je vais mieux comprendre, ou parfois je suis obligée de sous-titrer mes blagues, Mmh. ou de demander à ce qu'ils sous-titrent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de dire. Je me souviens d'un jour, un réparateur qui était venu chez nous heu, pour changer les vitres. C'était des fenêtres immenses, et il sort de la chambre des enfants, il dit: «Oh, là, vous avez un monstre, hein, dans votre chambre». Et moi je dis: «Ah bon? Mais où ça? Lequel?» Alors je me dis: «De quoi me parle-t-il? Un monstre, ça veut dire, est-ce qu'il y a une bête? Est-ce que ce sont mes enfants qui l'appellent monstre?» et cetera. Et j'étais vraiment, je ne comprenais rien. Et il dit: «Mais non, mais je parle de la fenêtre là, parce qu'elle a des mesures extra». Ah d'accord! Mais moi je n'ai pas du tout, je n'ai pas accès à ça. C'est, Daniel Tammet qui racontait ça dans un de ses livres, de dire, il dit: «Je sais que quand on me dit: "Prenez la chaise", je ne dois pas vraiment la prendre, mais je dois m'asseoir dessus». Et bien parfois, voilà, peut-être sans être Asperger, chez certains au potentiel comme ça, ce qui est l'implicite n'est pas du tout implicite, Mmh. et ils comprennent que dalle. Et moi, ça m'arrivait tellement souvent que tout d'un coup, je me dis: «Ah oui, donc d'accord, ça n'est que ça, il faut que j'apprenne à décoder, qu'est-ce qu'il dit, si je ne comprends pas tout de suite, qu'est-ce qu'il veut dire?» Oui, on Mmh. voit parfois ce genre de choses, circuler un peu sur internet et on pense que les enfants se moquent de la maîtresse quand ils répondent à la question, par exemple: «Où a été signé le traité de Versailles?» Ils te répondent en bas de la page et on se dit: «Ils Ouais. se moquent de la maîtresse». Mais non, en fait, si on regarde objectivement, la réponse est tout à fait exacte et Oui, c'est ça. il y a ce décalage de 1er degré, 2e degré, de voir les choses avec juste un peu différemment. Donc Oui. c'est pas toujours, facile à apercevoir chez Mmh. soi-même Oui. et puis c'est pas forcément facile à expliquer aussi aux gens qui Mmh. nous entourent. Tu as dit quelque chose, d'intéressant sur, l'hérédité du haut potentiel. Pour moi, c'est avant tout une spécificité neurobiologique et qui est effectivement héréditaire. Donc quand il y a Mmh. un enfant au potentiel, il y a de grandes chances pour qu'il y ait au moins un parent au potentiel. Oui. Est-ce que pour toi, on parle un peu génétique, c'est un gène récessif, donc on a besoin des 2 parents pour qu'ils s'expriment, ou est-ce que ce serait un gène dominant et un seul parent, ça suffit? Moi, je ne peux te parler que de façon empirique. Oui, Moi, je suis pas neuropsy, l'expérience. donc je peux te parler que de tous les cas que j'ai vus, dans mon cabinet, de parents qui accompagnaient leur enfant, ou d'adultes qui venaient se faire évaluer, qui avaient un enfant eux-mêmes, et cetera. Et dans tous les cas de figure, les 2 parents l'étaient. Alors ça n'est que sur, mais alors je sais voilà, pendant plus de 10 ans, hein, j'ai évalué je ne sais combien d'enfants, heu, voilà, peut-être, pas presque 1000, hein, je dirais. Et mais j'ai toujours constaté ça chez les parents, soit parce que les parents le savaient et disaient: «Bah, moi j'ai été évalué enfant», et cetera.
soit parce qu'ils le découvraient ensuite. Mais ça peut pas, 1000 patients, ça fait pas ça fait pas un échantillonnage pour t'affirmer ça. Moi, je pense que oui. Je pense aussi qu'on s'attire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui fait que les enfants vont s'attirer, ils arrivent dans la cour de l'école, ils ne se connaissent pas, puis tic, 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 et ils commencent à se parler, et comme de par hasard, comme on dit, c'est un autre précoce qui est là. Ils ont vraiment le flair pour se repérer. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui attire. Je ne sais pas comment, moi je vois bien qu'à la Fabrique à Bonheur, majoritairement, les gens qui viennent se former chez nous ou qui sont attirés par ce qu'on fait voilà, ont des enfants qui sont atypiques. Oui, oui, il y a cet effet, quand on apprend qu'on est zèbre et qu'on commence à regarder autour de soi, on se rend compte souvent qu'en fait, dans notre entourage, il y en avait, c'était ceux avec lesquels ça passait le plus, ça match le plus. Oui, oui, parce qu'au bout d'un moment, ben, on s'attire et puis on crée des liens et voilà, on reste, on va avec des amis qui nous ressemblent, en On fait. comprend entre nous, Ouais, on se et on comprend, et comprend. du coup, c'est plus fluide. Autant à l'école, on ne peut pas se choisir, autant à partir d'un certain moment, on va pouvoir se choisir et du coup, ça va être plus sympa. Quand on commence à avoir des soupçons en tant qu'adulte sur sa zébritude, est-ce que toi, tu recommandes de faire un test de QI systématiquement? Est-ce que ça n'a pas d'importance? On le fait quand? On le fait comment? Avec qui? Est-ce que c'est un indice absolu? Moi, quand on commence à lire sur la question et voir que ça résonne, il y a vraiment à creuser, mais il m'est arrivé un jour une situation, ça me revient là à l'instant, d'une personne qui est venue se faire évaluer en disant je sais que je suis au potentiel. Et en fait, ceux qui le sont vraiment ne disent jamais je sais que je le suis de façon si affirmative. Ils vont dire ben voilà, on m'a beaucoup renvoyé ça, mais ça doit être n'importe quoi. Bien sûr, je ressens les choses différemment, mais ils n'affirment pas cette chose-là. Et effectivement, cette personne qui disait je sais que je suis, etc., a été très déçue parce qu'en fait, voilà, moi je l'ai évalué et son test était dans la moyenne, moyenne, voilà, une très bonne moyenne, mais pas du tout, elle n'était pas du tout au potentiel. Donc, Donc, pour en revenir sur la question tester ou pas tester, moi, je pense que c'est important quand on a comme une vraie souffrance identitaire et qu'on se dit, bon, allez, j'y vais. Mais souvent, ceux qui le sont vont prendre un temps infini pour aller se faire tester parce qu'ils ont tellement peur. Et si je réussis pas, et si c'était en fait, vous me disiez que j'ai un QI d'huître, enfin j'entendais des trucs comme ça, c'était complètement dingue. Et je dis, bah, finalement, peu importe, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous fonctionnez. Vous n'êtes pas réduit à un chiffre. Ce qui est important, c'est de savoir quel est votre fonctionnement, qu'est-ce qui marche le mieux. Et c'est vrai que souvent, même dans des épreuves où certaines épreuves peuvent être moins bien réussies, je vais donner l'exemple vraiment d'un cas qui me reste en tête, euh, on va se rendre compte que les épreuves d'intelligence fluide, celles qui ne sont pas corrélées à de l'apprentissage, sont nettement mieux réussies chez les hauts potentiels. Donc, ça veut dire que même si ils n'ont pas eu un parcours scolaire qui leur a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et d'être brillants, comme on l'entend au sens de l'éducation en France, hein, de l'enseignement, eh bien, on peut quand même dire, oui, là vous l'êtes. Ne regardez pas, d'abord, on ne peut pas calculer en général le QI total, mais regardez ça, 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 ça. Et donc, c'est en général des similitudes, de la mémoire, de travail, etc., qui sont très bien réussies. Et je me souviens d'une jeune femme qui était venue me voir. Sa fille avait été diagnostiquée comme étant précoce. Le mari s'était questionné, donc avait passé son test, et il lui avait dit il faut absolument que tu y ailles, il faut absolument que tu y ailles. Bon. Alors, elle était venue, elle avait pris rendez-vous, elle était venue en disant moi, je viens, mais c'est pour faire plaisir à mon mari. Hein. C'est parce que lui insiste, il me dit absolument que je suis comme lui, mais je ne le crois pas.
eux sont ce sont eux les surdoués, moi je suis vraiment nulle. Très bien. Et puis, on fait le bilan et là, c'est, voilà, elle répond voilà, avec à la fois une intuition et un raisonnement qui était vraiment exceptionnel. Et arrive l'épreuve que moi j'appelle l'épreuve triviale poursuite, hein, l'épreuve de culture générale, où là, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment, la réponse aux questions, mais c'était vraiment, je me dis, mais c'est pas possible, parce qu'il y a l'instant d'avant, et elle ne connaissait rien. Elle où se trouve telle ville? Elle est très connue, elle ne savait pas. Qui est un tel? Très connu, elle ne savait pas. Et donc, cette épreuve est complètement ratée. Et quand je la retrouve pour faire le bilan, je lui explique, je dis voilà, tac, 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 là, alors 19 sur 19, etc., des chiffres exceptionnels. Et culture générale, 6 sur 19. Et je dis, en fait, ici, c'est ça qui vous donne l'impression d'être nul, parce qu'elle me dit, dans les dîners en ville, les autres savent tellement de choses et moi, je sais tellement rien. Et je lui dis, c'est ça qui vous donne l'impression de ne pas être au potentiel, alors que moi, je vais vous montrer que tout le reste dit que oui. Et quand elle a pris conscience de ça, elle a compris, elle a démonté sa façon d'apprendre quand elle était enfant. Et elle m'a expliqué qu'elle était tellement anxieuse qu'elle apprenait tout par cœur pour pouvoir tout recracher le lendemain. Et que du coup, après, ça s'effaçait. Donc, elle ne conservait rien. Elle n'apprenait pas avec de la curiosité et en agglomérant des connaissances. Elle apprenait que sur un mode anxieux qui fait que, une fois que c'était passé, eh ben, tout s'en allait et elle avait l'impression de rien connaître. Donc, je lui ai juste conseillé d'acheter la culture générale pour les nuls et d'aller piocher comme ça et de se refaire une culture générale aussi comme elle le souhaitait. Je dis, prenez un thème qui vous plaît et puis commencez à creuser. Et c'est comme ça qu'elle s'est réconciliée avec sa précocité, qu'elle ne pensait pas du tout, voilà, pour elle, elle n'était pas du tout surdouée, il n'y avait rien, aucun signe, mais en fait, ce ne sont pas des vrais signes, ça, c'est des faux signes. Il y a des gens qui sont très brillants, qui ont une culture, mais supra-étendue, et pour autant, ça ne fait pas d'eux des hauts potentiels. Oui, c'est ce que tu me disais quand on avait échangé une fois, qu'il y a des personnes qui avaient un QI supérieur à 130 et pour autant, on ne pouvait pas les considérer comme haut potentiel. C'est Oui, juste des gens qui avaient une culture générale très importante et qui avaient développé des capacités analytiques et de raisonnement oui, rapide oui, par l'expérience. oui. Que du coup, finalement, ce test de QI, en fait, il est pas significatif dans un Alors, certain il est sens. significatif en partie, mais ce qui est important quand on fait passer le test de QI, c'est pas de faire ce qu'on appelle du scoring. Mhm. Tu réponds juste, à bon, tu réponds pas juste, t'as pas bon. Parce que sinon, la plupart des enfants précoces ne seraient jamais détectés, puisque la majorité dit, tu poses une question, il dit je sais pas. C'est le fameux exemple dans le livre de Siofachin de cette jeune fille à qui on dit pourquoi le fer rouille. Je sais pas. Et quand on dit qu'est-ce que tu ne sais pas, elle répond je ne connais pas le principe d'oxydation du métal. Donc c'est quand même génial parce que c'est elle doit, je sais pas ce qu'elle s'imagine qu'on lui demande quelque chose de très compliqué. Non, le fer rouille parce qu'il s'oxyde, point barre. Donc si on ne va pas creuser, si pendant le bilan on ne va pas observer toute la clinique, donc le comportement, est-ce que quand ça devient compliqué, bah, aux premières questions faciles, ils se plantent et puis quand ça se complique, ils sont super forts. Euh, Est-ce qu'il y a une forme de découragement ou de ah non, je me souviens d'une toute petite que j'avais eue qui disait ah, je suis fatiguée. Dès qu'elle ne savait pas, elle disait ah, je suis fatiguée comme ça. Et en fait, dès qu'elle savait, elle répondait, elle était super contente. Donc, ou bien une autre qui répondait, c'était un bon élève, elle répondait, puis dès qu'elle ne savait pas, elle me regardait comme ça avec des yeux et elle était mutique. Donc, voilà, si on n'arrive pas à décrypter ce genre de comportement chez les enfants, mais même chez les adultes, si on n'observe pas l'intégralité, si on ne pose pas des questions approfondies au départ sur l'anamnèse, comment ça s'est passé, vos relations avec les autres, comment vous avez vécu votre enfance, votre adolescence, etc. Si on ne va pas creuser autre chose que ce test
qui est très, effectivement, plutôt cognitif, si on ne l'utilise pas autrement, donc avec aussi une partie qui est plus clinique, alors on passe à côté. Effectivement, on dit, bah, c'est bon, 130, hop, vous êtes dans la bonne case, 129, vous n'êtes pas dans la bonne case, ce qui est débile, en fait. Donc, il faut vraiment savoir utiliser. Le test n'est qu'un outil, au service d'une pratique qui est bien plus large que ça, avec une observation qui est plus large et avec des, j'allais presque dire aussi, comme une intuition. Je me souviens d'un jeune homme qui était venu chez moi, il était tellement drôle et il était dépité, il avait redoublé sa seconde, il pouvait pas, on l'avait pas admis en première L, alors il devait partir dans une voie pro, il n'était pas content, etc. Et donc je lui fais faire le test et à un moment il y a, voilà, qu'est-ce que signifie prosaïque? Et lui il me dit, bah, c'est ceux qui sont pour le zaïque. Et voilà, ce genre de blague comme ça, c'est signé. Et pendant toute la passation, on pouvait voir l'esprit, quoi, en fait, l'étincelle qu'il y avait, au-delà d'une réponse qui soit juste, pas juste, etc. J'allais dire ça. On s'en fiche. Les épreuves qui sont chronométrées, on sait qu'elles vont être en général foirées. Bon, bref. Donc, il y a vraiment à regarder au-delà du test. C'est un bon outil, mais c'est un bon outil de mise en relation et pour commencer à creuser. Donc, on ne peut pas s'en tenir juste à un chiffre. C'est pour ça que voilà, les clubs comme le Mensa, etc., où on arrive avec son j'ai mon 145, je peux rentrer. OK, mais voilà, c'est une voie, quoi, qui est cette voie-là très, très... Un groupe de gens à fort QI. Oui, un groupe de gens à fort QI sur plutôt un raisonnement logico-mathématique, mais qui laisse plein de choses de côté, quoi. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, c'est vraiment un bilan global de personnalité, Oui. plus que juste un test d'intelligence qui peut être Oui, c'est ça. Ouais. Tu as dit quelque chose d'intéressant aussi, moi qui a un sujet qui me touche, sur ces femmes, ces mamans Ouais. qui amènent les enfants, et c'est surtout pas elles, c'est leur mari, c'est lui qui est Ouais. intelligent. Être zèbre, c'est pas forcément évident dans notre société parce qu'on est déjà atypique et on se sent déjà un peu en marge. Quand en plus on est une femme, ça crée un peu un double décalage, mais une condition doublement difficile Ouais, à ouais, vivre. c'est vrai. Tu le vois ça? Ça, je l'ai vu beaucoup, en fait, je vois, et même encore maintenant, même si je fais plus de bilan, j'ai quand même beaucoup d'enfants précoces et d'adolescents ou d'adultes au potentiel dans mon cabinet. On va avoir des garçons qui vont être, j'allais dire, socialement plus autorisés à montrer leur inconfort ou, voilà, ou à se sentir mal, etc., à l'exprimer plus ouvertement. Et des filles qui, elles, vont avoir qu'une envie, c'est de, faut pas que la tête dépasse, quoi. Donc, il faut absolument qu'elles se fondent dans le paysage. Avec, je pense à une petite jeune fille que je suis depuis très longtemps, parce que je l'ai évaluée, elle avait 8 ans et maintenant elle en a 14. Donc, elle vient de façon, je fais des suivis atypiques avec les atypiques, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas une fois par semaine, sinon on se ferait suer. Et donc, elle vient quand elle a besoin ou parfois un peu plus souvent, etc. Et encore maintenant, elle est en train de se débattre avec ça, d'arrêter de vouloir à tout prix être acceptée, de dire ah non, non, mais moi je ressemble aux autres, je dois absolument ressembler aux autres, je me fonds dans la masse. Et ces filles-là, pendant la scolarité, vont tenir souvent beaucoup mieux que les garçons, sauf qu'une fois arrivées au bac, parfois même un peu avant, elles s'écroulent. Donc on se retrouve avec des dépressions post-bac ou bien des phobies scolaires à partir du lycée. Et les garçons, eux, ils vont être souvent plus bruyants, plus agités. Mais je pense que ça, c'est complètement une construction sociale genrée qui fait que on n'est pas autorisé. Je me souviens de parents qui étaient venus avec leur fille, qui était très dynamique, qui grimpait partout, etc. Et il m'avait dit, ah ben voilà, l'école dit qu'elle est certainement hyperactive. Elle n'était pas du tout hyperactive, c'était une petite zébrette tonique. Et je dis, mais est-ce que vous pensez qu'on vous aurait dit la même chose si votre fille avait été un garçon? Parce que moi, je la voyais, elle n'était pas du tout hyperactive. Hein. Et effectivement, non.
Elle grimpait. Ah, c'est une fille, elle grimpe, tiens, bizarre. Elle aime jouer, courir, bouger. Elle n'est pas dans son rôle. Il faut qu'elle soit plus douce, qu'elle bouge moins, etc. Et donc, on assigne encore énormément ce genre de rôle. Et du coup, les petits zèbres qui sont très sensibles à ce qu'ils ressentent de l'environnement et à tous les non-dits, et ben, ils vont se conformer à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Oui. Et ça Et les fait filles, des garçons qui ne reconnaissent pas leur sensibilité alors qu'elle est extrême, qui exactement, du coup s'enferment dans un rôle ultra cartésien, et des filles même, parce que j'en fais partie, voilà, les émotions sont tellement là que bon, bah, c'est trop, t'es encore une chouineuse, voilà, les trucs de fille. Et en même temps, ce sentiment que moi j'ai vécu en tant que femme, il ne faut pas être trop intelligente non plus parce que ça fait quand même un petit peu peur aux hommes. Donc, ouais, d'arriver à, ok, je suis intelligente, mais je suis discrète dans mon truc parce qu'il ne faut pas trop que ça se voit. exactement. Et ça, c'est vraiment sociétal et culturel. Tant qu'on ne sortira pas de ce rôle, Ah, du système patriarcal où la femme est moins que l'homme, les femmes zèbres auront toujours cette difficulté à être pleinement qui elles moi, sont. je me demande à quel moment ça va arriver, tu vois, parce que c'est quand Maintenant, même... c'est maintenant. J'espère, hein, parce que ça dure quand même, cette histoire-là. C'est pénible. C'est très long, quoi, de dire que non, une femme qui est intelligente, qui a de l'humour, etc., n'est pas un danger pour un homme. Non. Et qu'elle Et peut un homme avoir... qui a des sentiments n'est pas Et non voilà, plus oui, un oui, qui demi-homme. montre sa C'est ça aussi. vulnérabilité. Oui, oui, c'est ça. Qui montre sa vulnérabilité et qui montre ses émotions autrement qu'en grognant, qu'en se mettant en colère, qu'en étant agressif, eh bien, c'est OK aussi, ça pose aucun problème. Mais bon, ça commence à arriver, mais moi, je trouve que c'est un peu long, personnellement. C'est vrai. Et un dernier point que je voudrais aborder avec toi, parce que tu remplis vraiment tous les critères des points sur lesquels j'aime travailler. Donc les zèbres, les femmes et les indépendantes. Mm, mm. Toi, tu étais salariée avant, il me semble. Oui, oui, j'étais Ouais. salariée, j'étais dans le secteur privé au tout début de ma carrière. Et puis j'ai quitté le secteur privé parce que, en fait, pour ce qu'on appelle un conflit éthique, hein, des questions de valeur, de discrimination raciale à l'embauche. Et je pouvais pas, c'était pour moi, mais insupportable. Je pouvais pas me dire, bah reste, de toute façon, tu t'en fiches, c'est pas toi qui décides. Je me disais, si je reste, je cautionne quelque chose qui me fait vomir. Donc, je suis partie, j'ai cherché autre part et j'ai été recrutée en formation continue pour les adultes à l'éducation nationale. Ça dépend de l'éducation nationale, mais ça fonctionne comme une entreprise privée puisqu'on n'est pas subventionné par l'éducation nationale. Donc, voilà, j'ai travaillé dans un Greta pendant de nombreuses années et je me suis dit, c'est quand même intéressant de voir que certains vont pouvoir se reconvertir. On va les former, ils vont se reconvertir, ils vont trouver un emploi tout de suite et pour d'autres, ça va coincer. Donc, alors qu'on les formait de la même façon. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à aller voir du côté de la boîte noire. Et moi, j'étais très attirée par la psychologie depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais retourner faire des études. Et j'ai trouvé le CNAM, hein, vraiment par hasard, parce que si j'avais pu aller à la fac de façon classique, j'y serais retournée, mais je ne pouvais pas, hein. Au niveau économique, on avait besoin d'un salaire à la maison avec 3 enfants. Et quand je suis arrivée au CNAM, je me suis assise et voilà, l'enseignante a commencé à parler, etc. À ce moment-là, mais ça a été le feu d'artifice dans ma tête. C'est vraiment ce qu'on appelle l'épiphanie. Tu sais que tu es au bon endroit et que c'est exactement, tu sais, tu as des frissons partout, c'est peut-être un peu comme dans les coups de foudre, et tu te dis, mais c'est exactement ça que je dois faire. Je comprends tout. Je me souviens que j'étais rentrée à la maison en disant à mon mari, oh, c'est dingue, mais j'ai tout compris à ce qu'elle a dit. Il y a 2 options. Soit je suis très intelligente, soit elle est vraiment très forte, mais je pense que c'est plutôt la deuxième option. Et donc, je comprends tout. Et finalement, ça a été, il y en a beaucoup qui me disaient: «Ah là là, mais tu es très courageuse, tu as 3 enfants, tu travailles, tu refais des études, comment tu fais?» Mais sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression de faire des efforts. J'ai eu l'impression que c'était tellement facile. Ça a été facile, Mm. parce que j'étais au bon endroit, parce que tout d'un coup, tout se mettait en lien, ça percutait.
Et, et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai quitté la formation continue et je me suis installée en indépendante. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, quoi. Je me dis que je ne suis pas du tout soluble dans l'entreprise privée. Je m'énerverais, comme je me rappelle m'être énervée maintes fois sur des situations que je trouve trop injustes, des absurdités, des prises de décision qui sont complètement débiles, selon moi. Et voilà, de faire les choses plus simplement, que tout le monde s'entende bien, que ce soit plus fluide. Donc maintenant, j'allais dire, en dirigeant la Fabrique à Bonheur, je peux vraiment, donc à la fois en tant qu'indépendante, profession libérale, et en dirigeant la Fabrique à Bonheur, je peux vraiment mettre exactement le management que je veux, quoi, qui est basé sur l'intelligence collective. Voilà, c'est pas, bon, je dirige, je suis gérante, mais en fait, c'est vraiment, il y a plusieurs cerveaux en action et ça donne quelque chose qui fait qu'on porte une mission qui m'enchante, quoi. Choisir sa mission et pouvoir la mener à bien de la manière qui Exactement. nous convient le mieux. Ouais, c'est vraiment ça le cadeau de l'indépendance. Oui, oui. Ça a l'air tout rose comme ça. L'indépendance, il y a des défis et des challenges aussi. Oui. Toi, Ouais. c'est quoi les plus gros défis et challenges que tu as rencontrés et comment tu as fait pour les surmonter? Oula, là, j'ai eu bon, il y a eu le Covid l'année dernière, quand même, la pandémie. Donc, continuer à faire face, ça veut dire se réinventer, Mmh. mettre les formations présentielles en distanciel, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est toujours des expériences. Et puis, la fin d'une association, voilà, qui s'est passée de façon relativement dure. C'est-à-dire quand moi, je trouve que zèbre, on a toujours en nous quelque chose qui est une envie d'harmonie, de beau, d'honnêteté absolue, etc. Et quand on se rend compte que c'est pas ça, et ben c'est très difficile. Il faut y faire face, mais c'est très difficile. Donc ça, c'est voilà, quand on se lance en indépendant, j'allais dire, il faut bien choisir ses associés. Euh, Première chose, puisqu'on a tendance vraiment à voir la vie beaucoup plus jolie qu'elle ne l'est parfois. Et puis, vraiment descendre dans le corps. On est très fort pour faire marcher la moulinette, etc. Mais notre corps sait déjà les choses. Dans cette question-là, voilà, d'association qui s'est mal terminée, en fait, ça faisait plus de 2 ans et demi que j'avais des insomnies, mais terribles. Et on me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te préoccupe? Je dis, bah non, pas du tout, tout va super bien, c'est génial, la vie est belle, ce que je fais, c'est chouette, je fais des tas de trucs très chouettes. Mais je pense que mon corps avait déjà décrypté et savait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, je dirais s'écouter plus à un niveau qui n'est pas juste un niveau de la tête, aller descendre dans son corps, écouter son intuition sans vouloir l'interpréter, être juste de dire, tiens, là je constate que j'ai la gorge coincée, je constate que je me suis pété le ménisque, hein, je constate que, voilà, des choses comme ça pour dire, ah ok, euh, ça dit quelque chose. Je ne vais pas surinterpréter, mais juste je reste attentif. Mmh. Donc voilà, peut-être ça. Pas vouloir trop rationaliser, pas trop partir dans le mental. Parce que Génial. ça, on sait très bien faire. Ah Donc, oui, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de mes motos, effectivement, et je te remercie vraiment d'amener ce sujet-là, le sujet du corps, oui. venant d'une psychologue en plus qui, du coup, peut être beaucoup dans la tête, Mm. et en plus zèbre, où ça fonctionne tellement bien là-haut qu'on peut rester bloqué là-haut ou se couper complètement de ses émotions et donc de son corps. Exactement. Et qu'effectivement, autant la tête peut savoir beaucoup de choses, mais elle peut se mentir à elle-même, autant le corps, lui, il sait et il ne ment pas. Il sera toujours sincère. Donc, bah voilà, savoir écouter les signaux du corps, ça peut être précieux pour tout le monde, pour les zèbres en particulier, et spécifiquement quand tu es indépendant, parce que là, tu es vraiment face à soi-même tout le temps. Donc, ça peut être un... Oui, oui, c'est ça. Alors que certains indépendants vont beaucoup chercher toi, tu ferais quoi? Toi, ils vont chercher beaucoup de conseils, etc., plutôt que de revenir sur leur boussole. C'est quoi leur mission?
là, c'est, voilà, comme dit Simon Sinek, c'est quoi le pourquoi? C'est quoi leur pourquoi? Et partir de là, plutôt que de vouloir se rassurer en mettant beaucoup de rationnel, etc. Puis d'être en fait, d'être comme un ballon d'hélium, quoi, qu'il faut redescendre et réancrer. C'est ça. Donc, quand on se réancre, les choses, elles se passent beaucoup mieux. On fait fonctionner à la fois cette tête qui pense assez vite, mais avec un alignement. C'est la tête, le cœur et le corps. Donc, ça, c'est très important. Ouais. Tu parles d'ancrage très concrètement. Comment on fait pour se réancrer? On respire, c'est-à-dire que là, par exemple, quand moi je suis assise à mon bureau, etc., je peux être voilà, en train de penser ou sur mon ordinateur, et puis à un moment, il faut s'arrêter, s'imaginer descendre dans son bassin, vraiment de se dire, vous, je redescends d'un étage, là, je prends l'ascenseur, je descends dans le bassin, et je vais respirer un instant. Peut-être que je regarde quelque chose, ou je ferme les yeux, etc., mais je reviens vraiment à ce qui fait que voilà, que je suis dans l'instant présent, c'est que je respire. Or, très souvent, euh, on ne se sent pas respirer, on est en apnée. On respire là, ici, un peu du haut des clavicules, et puis on n'a pas du tout conscience, en fait. Et on n'est pas juste un corps qui transporte notre tête sous le bras d'un lieu à un autre, quoi. Donc, et de redescendre, vraiment de redescendre, ça, on peut se réancrer comme ça, si c'est OK. Et puis, on peut se réancrer voilà, en mettant de la musique et en dansant. Hein. On va mettre du mouvement dans notre corps, on va bouger, on va agiter ce qui nous sert à transporter notre cerveau. Donc, et là, on revient vraiment, vraiment, on est dans enfin, ouais, on se réancre très fortement. Et puis, quand il fait beau, ben, je fais ça parce que mon jardin est là-bas. On peut aller dans son jardin faire son potager si on veut, ou planter des fleurs, ou, voilà, ou marcher pieds nus dans l'herbe, ce qu'on veut, mais de revenir vraiment dans... Et ça marche avec tout, hein, ce que je dis, marcher dans son jardin, mais si on fait de la pâte à modeler avec son enfant, ça marche aussi. Ouais. Voilà, On revient à ça. voilà, revenir à faire fonctionner ses mains, parce que le clavier, c'est bien, mais les mains, c'est bien aussi. Moi, je suis une ultra fanat des outils de pensée visuelle. J'ai écrit des bouquins là-dessus. Et quand je crée une sketch note, etc., mais là, je suis complètement dedans. Je suis c'est très méditatif, c'est très ancré. Puis autour, il n'y a pas d'agitation dans ma tête. C'est vraiment, la respiration, elle est tranquille. Je vois bien l'effet que ça a sur moi. Donc, on peut colorier des choses, gribouiller, Mm. danser, bouger, enfin, voilà. Ou Ouais. respirer. Mais en tout cas, à partir du moment où on se dit redescends dans ton bassin, tout d'un coup, ça descend. Ouais, moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup parce elle est très concrète. Puis en plus, quand on est Oui. assis, le bassin, on le sent bien. Donc, OK, c'est là. Voilà, donc on peut redescendre dans son bassin. Et oui, et c'est vrai que c'est génial parce que des façons de s'ancrer, de redescendre dans son corps, il y en a plein et chacun peut Oui, trouver la sienne. oui, oui, Tu c'est parlais ça. de faire du nez, il y a cuisiner, il y a faire du sport, bouger, de la musique, dessiner. Et, Oui. et ce que tu dis aussi, ça va boucler un peu la boucle parce qu'après, ça va être un petit peu long. Tu parles de sketchnoting, c'est super intéressant parce que ça peut être aussi un bon moyen pour un zèbre d'organiser un peu sa pensée et de voir les choses non pas de manière linéaire avec un écrit Oui, qui ne parle pas forcément, mais d'organiser ça de manière plus arborescente, ce qui peut être oui. plus pertinent. Tu fais En des fait, formations là-dessus, toi, non? alors moi, j'ai écrit des livres là-dessus. La zébrette absolue qui fait des formations sur le sketchnoting et que je recommande, c'est mon amie Béatrice L'Huillier, parce que voilà, c'est ce qu'elle fait est formidable, elle est super pédagogue là-dessus. Donc, moi, quand je suis tombée dans le bain du mind mapping au départ, ça m'a vraiment effectivement centrée. Et puis, après, il y avait cette arborescence mais qui me permettait d'être centrée. Et j'avais vraiment l'impression de pouvoir mieux penser. Mm. Donc, le mind mapping m'a vraiment énormément aidé. Donc, moi, je fais des formations mind mapping. Ah, oui, Et puis, quand j'ai découvert le sketchnoting, là, c'est plus créatif. Et donc, ça a donné une autre dimension encore. Et moi, j'adore faire des sketch notes. Et voilà, c'est vrai que c'est souvent des outils qui sont très prisés par les zèbres, parce qu'il y a à la fois de la créativité,
de l'arborescence, on sort du linéaire qui est vraiment très pénible, même si moi j'adore lire des romans, donc je lis en linéaire, hein, mais l'entrée, elle est pas facile. Quand j'écris des livres, par exemple, je vais d'abord mettre toutes mes idées sur Xmind, un logiciel de mind mapping, et puis ensuite, après, je vais copier la branche dans Word, et là, je vais faire mes phrases. Mais je serais d'abord allée rajouter tout. Donc, je vais tout mettre dedans et ensuite, j'écris. Hmm. Donc, on peut le faire en 2 temps, et c'est des très bons outils en général quand on a une pensée qui saute du coq à l'âne. Ah, merci Isabelle, parce que ça, c'est vraiment un super truc pour tous les zèbres qui nous écoutent et qui ont un peu du mal à structurer leurs pensées, organiser leurs pensées pour pouvoir la restituer ensuite à des gens qui vont avoir besoin de suivre le fil. Donc, de poser tous ces nuages à droite, à gauche, et puis après Un d'aller. bon outil de transformation, l'idéal pour ceux qui sont en entreprise, qui ont des rapports à faire, pour qui c'est pénible, ils n'arrivent pas à avancer. Ils prennent Xmind, c'est gratuit, ils font leur map avec toutes leurs idées et ensuite ils copient-collent la map dans Word et ils n'ont plus qu'à faire des phrases. Génial. Merci beaucoup Isabelle pour tous ces Compris. partages d'expériences et trucs et astuces. C'était vraiment passionnant et j'espère que ça servira à de nombreuses personnes qui nous regarderont. Ben, j'espère, oui, j'espère bien. Un Merci à grand, toi. un grand merci, à bientôt Isabelle. À bientôt.